Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier et de la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir cette 16e conférence de C de la Fondation Veolia à la recyclerie. Donc merci déjà à tous pour votre présence ce soir ici à la recyclerie. Peut-être 2 mots sur le lieu où on a choisi de vous proposer ce cycle de conférences parce que pour nous il incarne véritablement les valeurs de ce sujet de l'économie circulaire, ou comment protéger les ressources, préserver ces ressources, avoir un usage plus raisonné, limiter les pollutions. Donc dans la manière dont ce lieu a été conçu, par la programmation qu'il propose, par l'atelier de René qui est là à notre gauche, qui propose de réparer des objets, d'apprendre à les réparer, ou par la ferme urbaine qui est dehors. On met vraiment en œuvre ici les principes de l'économie circulaire et on vous invite, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le lieu, à aller le découvrir, à aller visiter son site internet. Et c'est dans le cadre de sa programmation culturelle, qui est gratuite et accessible à tous, qu'on propose ce cycle de conférences donc, sur l'économie circulaire. Alors, on le propose aux jeunes, plus spécialement étudiants, jeunes actifs, pour donner les clés de compréhension de cette économie qui parle d'environnement, qui parle aussi d'impact social et qui essaye de mettre en musique tous ces acteurs, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse des start-up, des entreprises petites ou grandes, pour avoir une économie plus vertueuse. Pour vous en parler, on a un cycle annuel de 4 conférences qui est proposé depuis 3 ans maintenant. Vous voyez ici le programme de l'année. Normalement, certains d'entre vous ont dû avoir le petit flyer. Donc on s'inscrit, comme je vous disais, dans la programmation annuelle de la recyclerie. C'est les 4 R cette année. Repenser l'économie, réduire notre impact, réparer, recycler. Donc ce sujet qui est au cœur de l'économie circulaire. Aujourd'hui, le 21 mai, on va vous parler de réduire notre consommation de ressources. On surconsomme les ressources de la planète. On a des impacts énormes en matière de climat, en matière de biodiversité. Et il faut que tous ensemble, on arrive à déployer des solutions innovantes et qui soient accessibles d'un point de vue économique. Pour vous parler de ces sujets-là, la Fondation a souhaité associer l'Institut national de l'économie circulaire à ce programme de conférence. Donc le nom de l'Institut parle de lui-même, il est entièrement dédié en France à la mobilisation des acteurs. Et Marlene Weber, qui est ici avec nous ce soir, vous en dira plus sur la feuille de route sur l'économie circulaire et la manière, au niveau réglementaire, politique, d'impulser cette économie. On a également Amélie Rouvin, qui est responsable d'économie circulaire de Veolia, et qui sera là, pas là pour faire la promotion de Veolia, mais là pour témoigner du point de vue d'un industriel des opportunités, des risques, de la difficulté de mettre en œuvre cette économie, tant au niveau des collectivités que des industriels, et de vous donner un peu les coulisses de ces solutions. Pour chacune des conférences du cycle que je vous ai présentées, on souhaite donner la parole à une partie prenante, qu'il s'agisse d'une association, qu'il s'agisse d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une collectivité. Donc, à chacune de ces conférences, il y a une partie prenante différente. Et là, on a proposé à Julien Vidal, par rapport à notre thème « Réduire notre consommation », qui a créé l'initiative « Ça commence par moi », de vous expliquer un peu ce qu'il propose et comment engager davantage les citoyens et donner cette impulsion. On a aussi un parrain prestigieux qui soutient ce cycle de conférences, qui fait ou bien l'ouverture ou bien la conclusion, c'est Dominique Bourg. Donc Dominique Bourg, c'est l'ancien vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. C'est aussi un philosophe. On pense que c'est hyper intéressant d'avoir un regard philosophique sur ce sujet-là pour vraiment mettre du sens et de la réflexion autour de ces enjeux. Et enfin, on a souhaité que ces conférences pour les jeunes soient animées par les jeunes. Donc on a confié l'animation à Climate, qui est une association très intéressante, comme son nom l'indique, qui se mobilise en particulier sur le climat, mais plus largement sur les enjeux environnementaux. Et c'est Alice Dominé, qui s'occupe de la communication Climate, qui va donc animer cette conférence. Dernier mot, vous dire que cette conférence va durer une grosse heure environ, qu'elle va se dérouler en 2 temps. Une première partie où on va donner la parole à nos experts, nos intervenants ici présents, avec une intervention assez courte, de 8-10 minutes maximum. Et ensuite, on va laisser une large place au débat. Donc, préparez dès à présent toutes vos questions, parce que le but, c'est vraiment d'être dans l'interactivité et la discussion. Donc, merci à tous à nouveau. Et Alice, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis membre du réseau Climate. Climate, c'est une association, une ONG environnementale créée par les jeunes et pour les jeunes. On a un réseau international avec 4 branches nationales, donc Climate Mali,
Climate Népal, Climate Indonésie et Climate Autriche. Et en fait, on développe des projets afin d'outiller les jeunes pour qu'ils développent des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. On fait ça autour de différents projets qui sont répartis en 3 pôles, donc recherche, plaidoyer et mobilisation. Et pour les lier un petit peu au thème de la conférence d'aujourd'hui, qui est donc de réduire notre consommation de ressources, on a quelques projets qui s'attellent à ce thème-là, comme par exemple dans notre pôle recherche, on a le projet Waste Management, qui s'intéresse justement à la gestion des déchets, ou encore le projet collectif démarqué qui lui s'intéresse à la mode durable, la mode qui est donc consommatrice de beaucoup de ressources. Dans notre pôle mobilisation, on a le projet par exemple Heatwave in My City, donc qui organise des simulations de vagues de chaleur dans une ville. Voilà, et qui un petit peu prépare à justement la gestion des ressources dans un épisode climatique où ces ressources sont raréfiées. Et dans notre pôle plaidoyer, on a par exemple le projet Notre Constitution écologique qui propose une réforme constitutionnelle afin d'inscrire entre autres les limites planétaires dans notre Constitution. Voilà, donc Climate anime les conférences d'EC depuis quelques années maintenant. Je vais donc, avant d'introduire Mélodie pour un petit intermède musical, je vais vous demander un petit peu de participer. Donc vous aviez un post-it posé sur votre chaise, peut-être sur votre dossier. Alors si vous pouviez inscrire 1 ou 2 mots maximum, donc en majuscule bien lisible sur votre post-it qui, voilà, pour vous évoque la réduction des consommations, de la consommation des ressources. Voilà, 1 ou 2 mots auxquels vous pensez. Et je vais vous laisser réfléchir en musique, donc avec Mélodie qui va nous jouer un morceau. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture, belle maison. Dans la chambre, dans le salon, je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons, oui je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. J'ai fait le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton. Corps en cage, cœur en prison, je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme la négation, pur produit de consommation. Mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. C'est moi, le maître du jeu, le maître du feu, le maître du monde. Et vois ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée, la terre des hommes que les hommes abandonnent.
suis un homme au pied du mur, comme une erreur de la nature. Sur la terre, sans d'autre raison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme et je mesure toute l'erreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, tourne en rond, je tourne en rond. Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Mélodie, je ne sais pas si y a un mot que vous vouliez, enfin vos réseaux sociaux par exemple, pour si vous voulez qu'on vous suive. Mélodie Rémy sur Instagram, voilà, si ça vous a plu. Je vais à présent du coup laisser la vidéo d'introduction de Dominique Bourg, si on peut la lancer. Donc Dominique Bourg qui est le parrain du cycle de conférences de C et philosophe. Ce qui détruit, enfin en tout cas qui se déstabilise, fait basculer dans un état différent, évidemment pas très favorable ni à nous ni aux autres espèces, le système Terre, ce sont nos consommations de ressources, c'est-à-dire nos consommations de matière et notre consommation d'énergie. Désolé, mais c'est vraiment ça. Alors, après, il y a un peu d'autres problèmes avec la biodiversité, la démographie, mais le premier problème est celui-là. Il faut qu'on parvienne à réduire, mais de façon drastique, notre consommation de ressources. Et ça, évidemment, sans perdre en bien-être. Si on sait le comprendre autrement, probablement qu'on peut même gagner en bien-être. Et par rapport à ce qui pourrait nous attendre, c'est même archi certain. Voilà, donc c'était Dominique Bourg pour cette petite introduction au thème d'aujourd'hui. Et je vais à présent laisser la parole à Amélie Rouvain, donc qui va nous parler un petit peu du contexte et des enjeux de ce sujet. Merci. Bonsoir à tous. Alors j'ai 8 minutes pour vous présenter ce qu'est l'économie circulaire. Vaste sujet qui peut être complexe. Donc surtout gardez bien vos questions en tête pour la suite où on a un moment d'échange, de débat. Vous pouvez apporter vos remarques également. N'hésitez pas surtout à garder ça pour la suite, le moment d'échange. Qui parmi vous sait un peu déjà ce qu'est l'économie circulaire ? Ok, bon, quelques mains, on va pouvoir aller dans le vif du sujet. On part du constat que le monde aujourd'hui est en surconsommation par rapport aux capacités de la planète. On consomme l'équivalent de 1,7 planète au niveau mondial. On est en ce qu'on appelle en dette écologique. Est-ce que vous avez une idée en France, si tout le monde consommait comme un Français, combien de planètes seraient nécessaires ? 3 planètes. Je l'ai là-bas, la bonne réponse. Effectivement, 3 planètes pour la consommation de Français en équivalent. Ok. Si on rapporte ça sur une année, ça revient à être en dette écologique à partir de début août. Ça veut dire que sur les 7 premiers mois de l'année, on a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de fournir en équivalent, donc rapporté sur un an. Ce qui est donc déjà dramatique, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que en fait, cette courbe s'accélère de plus en plus. On a dépassé une planète équivalent à peu près dans les années 70, et aujourd'hui, c'est le 1er août qu'on est en ce qu'on appelle dette écologique. Donc vraiment, le mouvement s'accélère, et vous voyez ici la courbe business as usual en haut. On est encore aujourd'hui sur cette courbe-là. On n'a pas encore réussi à être sur une courbe qui ne soit pas celle-ci, ascendante. Et vous voyez ici la courbe de ce qu'il faudrait pour revenir à une planète équivalent. Une planète équivalent, ça veut dire qu'il faut diviser nos consommations de ressources par un facteur 10. Sur le climat, on est sur un facteur 4. Voilà. Pourquoi on en est arrivé là ? 2 causes principales. La première, c'est la démographie. On est plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, on va être près de 10 milliards en 2050. Ça veut dire autant de besoins croissants dans les décennies à venir, en matières premières, en ressources, en eau, en énergie.
autant pour se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer. On voit ici, là, vous ne voyez pas très bien, mais les courbes exponentielles des dernières années sur la consommation d'énergie au niveau mondial. On prévoit toujours ces mêmes courbes pour les années à venir. Et l'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2040, ce sera toujours le pétrole qui sera notre première source d'énergie au niveau mondial. Extraire du pétrole, c'est très émetteur de gaz à effet de serre. C'est notamment dans cette phase-là que c'est le plus impactant. Il faut savoir que le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère aujourd'hui a une durée de vie de 100 ans. Donc dans 100 ans, les émissions d'aujourd'hui seront encore présentes dans l'atmosphère. Et on est encore sur une tendance exponentielle, comme on a vu sur le graphique précédent. Avec les conséquences, évidemment, sur les populations mondiales. Donc c'est des conséquences de vie, de survie. Ici, vous voyez qu'un cinquième de la population mondiale vit en zone de stress, de manque d'eau, de stress hydrique. Et les conséquences sur la biodiversité. Vous avez certainement vu récemment les rapports du WWF ou de l'ONU sur les pertes considérables de biodiversité, d'extinction des espèces. Alors, dans l'absolu, on peut vivre à 10 milliards d'êtres humains sur Terre. La démographie, c'est un élément, mais le second élément qui fait qu'on en arrive à ce point-là, en fait, c'est notre modèle de consommation de ressources. On est sur une économie linéaire qui n'est pas soutenable. On extrait les ressources de la planète, on produit, on consomme, on jette. Est-ce que vous avez une idée de combien de déchets on génère par an au niveau mondial, en volume? Un chiffre au hasard. Ça se compte en milliards de tonnes. C'est 4 milliards de tonnes de déchets qui sont produites chaque année au niveau mondial. Et sur ces 4 milliards de tonnes, seulement un quart est valorisé. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un potentiel énorme de valorisation. Et je ne dis pas recycler, je dis valoriser, c'est-à-dire que c'est à la fois recyclage, mais aussi ça inclut le compostage, la valorisation énergétique par l'incinération, donc c'est vraiment toute forme de valorisation. Seulement un quart des déchets mondiaux sont valorisés. Et on a un gaspillage énorme, vous avez dû entendre également qu'un tiers de la production alimentaire au niveau mondial est gaspillée. On imagine que ça peut être à différentes étapes, au stade de l'agriculture, au stade du producteur, de l'industriel ou alors du distributeur qui enlève des rayons les produits dont la DLC est encore bonne. Mais non, en fait, évidemment, chaque acteur a une responsabilité et un impact, mais en fait, le premier impact, il vient de nous en tant que consommateurs. La première cause de ce tiers de gaspillage alimentaire au niveau mondial, c'est nous, consommateurs, de ce qu'on jette de nos frigos. Donc, ce modèle n'est absolument pas soutenable et on a une obligation de changer de paradigme. Ah, j'ai du mal avec la zapette. Je vais y arriver. C'est bon. Voici le schéma de l'économie circulaire avec les 7 piliers, donc le schéma français selon l'Agence de l'environnement. Ce que je voudrais vous montrer sur ce schéma, c'est que la finalité de l'économie circulaire, elle se trouve au centre. C'est une meilleure gestion des ressources. C'est réduire la consommation de ressources. C'est ça la finalité, le but ultime de l'économie circulaire. Le recyclage, c'est un moyen, par exemple. Et d'ailleurs, vous voyez ici que le recyclage n'est qu'un des 7 piliers. Bien souvent, on réduit l'économie circulaire au recyclage, à tort, et d'ailleurs, on ne devrait peut-être pas appeler ça économie circulaire, mais économie de la ressource, ou des ressources, ça porterait mieux son nom. Et pourquoi le recyclage, en fait, n'est pas la panacée? Pour 2 raisons. La première, c'est que, évidemment, c'est nécessaire, indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Même si on imagine recycler, valoriser l'ensemble des 4 milliards de déchets qu'on a vus, qu'on produit chaque année dans le monde, ça ne pourra jamais compenser la hausse de la croissance, enfin la hausse de la consommation de ressources qui est liée à la croissance économique. Notre modèle mondial est en croissance économique, donc ça veut dire une augmentation des consommations des ressources. On n'a pas encore réussi à découpler la consommation des ressources de la croissance économique, et c'est là tout l'enjeu. Le deuxième élément sur le recyclage, c'est qu'il y a de la perte de valeur en fait, dans le processus de recyclage. Par exemple, si je prends cet ordinateur portable, neuf, je ne sais pas, il vaut peut-être 500 €. Est-ce que vous avez une idée de combien il vaut une fois qu'il est déchet? Il vaut plus que 100 € la tonne.
On passe en quelques années de 500 € pour une unité à 100 € la tonne de déchets de ce type électronique. Donc il y a une perte de valeur qui est considérable. Or, si le constructeur l'a produit de manière à ce que je puisse changer la batterie ou mettre à jour les logiciels, je peux prolonger sa durée de vie. Donc dans ce cas-là, il y a de la valeur qui est maintenue, ou alors je peux peut-être le revendre 50 ou 100 €. Donc toutes les activités de réparation, de réemploi sont prioritaires, puisque c'est là où on maintient de la valeur. Et d'ailleurs, il y a de la création d'emplois dans ces activités-là. Donc voilà pour la partie recyclage, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant, et c'est pour ça que l'économie circulaire comprend d'autres piliers. Un exemple pour terminer sur l'éco-conception. Je voulais vous montrer ce que font les industriels et à quel point tout est lié. Ça ne peut pas être uniquement la responsabilité des industriels ou la responsabilité des pouvoirs publics ou celle des consommateurs. En fait, c'est vraiment la responsabilité de tous les acteurs, et tous les acteurs ont un rôle à jouer pour pouvoir transformer en profondeur le système économique. Donc ici, c'est le premier partenariat de ce type en France, de recyclage sur les petits appareils électroménagers. Le principe, c'est que Veolia, on récupère en fait les fers à repasser, les centrales vapeur qui sont devenus déchets. On recycle le plastique et on refournit à SEB, qui l'utilise, vous voyez, dans cette centrale vapeur, avec un boîtier 100% recyclé. Ça paraît simple comme ça. On se dit, mais bon, ça doit être fait et généralisé, sans problème. En fait, ça a déjà, rien que ça, a nécessité 3 ans de recherche et développement. Pourquoi ? En fait, pour s'assurer que la matière recyclée qu'on fournit à l'industriel soit de qualité équivalente à la matière vierge. Et également en quantité suffisante. On ne peut pas avoir de rupture dans l'approvisionnement qu'on fournit à SEB. Et le troisième élément, le plus important peut-être, est le coût. Il faut que ce soit un coût abordable par rapport aux matières vierges. Et c'est là l'enjeu et le nerf de la guerre, c'est que, bien encore trop souvent aujourd'hui, les solutions utilisant des matières recyclées ou pensées différemment coûtent encore plus cher que les matières vierges ou les produits jetables. Ça coûte moins cher, bien souvent, d'acheter du neuf que de réparer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mécanismes, les leviers, ne sont pas encore complètement dans cette économie-là. Donc il y a tout un aspect, on va voir ça après, réglementaire, incitatif, financier, pour inciter les acteurs économiques et également les consommateurs à aller vers les solutions les plus vertueuses. Je pourrais vous parler également, ce qui est intéressant, c'est également que SEB, par exemple, a réfléchi à proposer un service de location. Donc là, on entre dans l'économie de la fonctionnalité, qui est un des piliers, où j'achète le service et je ne suis plus propriétaire du bien. Donc c'est le cas déjà pour les voitures, Autolib, Vélib. L'avantage, c'est que l'industriel a tout intérêt à mettre sur le marché des produits qui soient plus durables. Et c'est intéressant de voir que, voilà, c'est déjà le cas pour les voitures, mais que même on peut l'imaginer pour plein d'autres types de biens dont aujourd'hui on n'aurait pas forcément imaginé voilà, louer son fer à repasser. Le plastique, je vais peut-être passer parce que mon temps est écoulé, je crois. Voilà, j'aurais beaucoup d'exemples à vous mentionner. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'économie circulaire, ce n'est pas l'économie du recyclage, c'est une économie où il n'y a plus de déchets, plus de gaspillage, c'est le but, comme dans la nature où il n'y a pas de déchets. Et en fait, ce n'est pas qu'un sujet d'innovation technologique, c'est un sujet de changement de comportement de la part de tous les acteurs, donc de changement de mentalité, de prise de conscience. Et je pense que c'est ce qu'on verra après avec Julien sur la partie consommateur. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Marlene, je vais juste vous demander, Amélie, de rebondir sur un mot-clé qui a été mis là par le public de votre choix. Réorganiser. Alors en fait, j'ai envie de partir sur conscience, mais je pense que peut-être Julien en parlera. Donc je vais partir sur urgence. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une vidéo ce matin de Dominique Bourg, donc le parrain du cycle, philosophe qui est intervenu dans les médias,
Et vraiment, il interpelle et il se lance maintenant dans d'autres domaines que ce qu'il fait en tant que professeur, pour vraiment faire bouger les lignes aussi auprès des pouvoirs publics. Et il alerte dans ses discours vraiment sur l'urgence. C'est les années qui viennent qui sont décisives. Il y a eu quand même une prise de conscience qui a évolué ces dernières années, mais à la hauteur, qui n'est pas à la hauteur des enjeux et de l'urgence écologique, et qui d'ailleurs n'est pas un sujet que écologique, c'est également un sujet social, et il montre à quel point les deux sont pleinement liés. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Marlene Weber, donc de l'Institut national de l'économie circulaire, et qui va nous parler donc du cadre réglementaire et politique, entre autres. Merci Alice. Donc bonjour, je m'appelle Marlene Weber. Donc je suis chargée de mission affaires juridiques et européennes à l'Institut national de l'économie circulaire. Et je me suis vraiment centrée sur la sobriété au cœur des politiques publiques. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Je vais juste vous présenter l'Institut pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un think tank d'Outank. Donc c'est sous statut associatif avec 200 membres qui sont des collectivités, des entreprises, des fédérations, des écoles, des universités, des associations qui se réunissent autour de groupes de travail, donc de workshops sur différents sujets, la thématique juridique, Europe. On travaille sur les marchés publics, sur les systèmes agricoles, sur le numérique, sur la construction, sur les indicateurs de l'économie circulaire. Voilà, des sujets comme ça. Et ça se décline en études que vous pouvez retrouver sur le site internet, sur les emplois, cette année sur la réutilisation des eaux usées, sur la révolution numérique. Voilà, on a beaucoup de sujets. Et puis, c'est un lieu d'échange avec des conférences, des colloques, des événements en région, des rendez-vous régionaux. Et puis, voilà, et au niveau européen également. Et on a également des programmes un peu opérationnels. Donc, on essaie d'implanter l'économie circulaire dans les achats des entreprises et des collectivités. Et puis, on fait des formations. Et vous pouvez retrouver le site économiecirculaire.org qui recense toutes les bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait... Merci. Donc, vous avez vu le graphique d'Amélie avec les planètes. Donc, en France, on a besoin de 3 planètes pour subvenir à nos consommations de ressources. Donc, c'est beaucoup. Et donc, il faut rapidement réussir à passer dans un modèle d'économie circulaire qui permet un découplage donc, de la croissance, de bien-être, d'activité économique avec l'utilisation des ressources et l'impact sur l'environnement. C'est tout l'enjeu. Donc c'est un graphique récent du rapport de l'International Resource Panel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'équivalent du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts internationaux sur le climat. Et là, c'est sur les ressources qui ont fait un rapport en 2019 voilà, qui pointe un peu toutes les problématiques qu'on a au niveau mondial pour les ressources. Donc ainsi, selon la hiérarchie du mode de traitement des déchets, il est nécessaire de prévenir l'apparition des déchets en amont, tout d'abord, et de manière prioritaire, puis ensuite préparer pour la réutilisation, pour réemployer ces produits, recycler, ensuite valoriser énergétiquement, et enfin éliminer en décharge, enfouir. Mais la priorité, c'est vraiment de prévenir l'apparition de nouveaux déchets. Ce principe est inscrit dans le Code de l'environnement, à l'article L514 du Code de l'environnement. Donc, dans les politiques publiques, on observe l'apparition du principe de sobriété, bien que timidement. Donc, j'ai un peu cherché et c'est très récent. Le mot apparaît depuis 2015, souvent une fois en introduction. Et par exemple, pour les objectifs de développement durable, c'est ce que vous voyez ici, c'est des objectifs internationaux de l'ONU, donc toutes les Nations Unies y sont imposées. L'objectif 7 parle de sobriété en matière énergétique. Il évoque sur le même plan l'efficacité énergétique. Donc,
Il faut savoir que efficacité énergétique, c'est réduire la consommation d'énergie sans remettre en question nos habitudes de consommation. Par exemple, en améliorant les performances du bâtiment, alors que sobriété, il faut aussi vraiment réduire notre consommation d'énergie à la base. Hop, une seconde. Pour le paquet climat, pour le paquet, on a un paquet climat et énergie européen. On a également un objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique, donc de 27% en 2030. On a également, vous avez peut-être entendu parler de la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou peut-être pas, mais on a aussi des objectifs de réduction de consommation d'énergie de 14% en 2028. Voilà. Et en ce qui concerne vraiment la sobriété, la feuille de route pour l'économie circulaire, qui a été publiée l'année dernière, il y a tout juste un an, évoque la notion de sobriété en introduction. Et évoque l'objectif de réduction de 30% de la consommation de ressources par rapport au PIB d'ici à 2030 par rapport à 2010. Donc c'est un objectif assez ambitieux et notre Premier ministre, Édouard Philippe, quand il l'a présenté, cette feuille de route, a même évoqué donc la notion de sobriété heureuse qu'évoque Pierre Rabhi, donc le philosophe que vous connaissez peut-être sur le sujet. Voilà. Donc nous, on attend un projet de loi économie circulaire pour juin. Il sera présenté en juin au Conseil des ministres, d'accord, et qui s'appellera même peut-être projet anti-gaspi, on verra. Voilà. Mais je me suis demandé pourquoi ce mot apparaissait si peu dans les textes, et je me suis dit que le principe de sobriété s'est beaucoup mis en avant comme un principe individuel et non collectif. Donc on en appelle à la responsabilité individuelle de chacun. Peut-être à tort, hein, mais c'est comme ça que c'est présenté dans les gestes du quotidien. Et il est compliqué de s'attaquer à ce qui touche à la liberté individuelle, au comportement, au confort de chacun. Donc pour y arriver, il est nécessaire d'accompagner la transition. Donc on a des actions de sensibilisation pour permettre aux individus de choisir des modes de vie plus sobres par la mise en place d'infrastructures et par des politiques publiques incitatives. Donc j'ai recensé des actions publiques qui permettent de favoriser la sobriété. Donc il y a tout d'abord tout ce qui touche à, tout ce qui touche à la sensibilisation et l'éducation. On parle de communication sur la consommation durable, sur le réemploi, la réparation. C'est peut-être des termes que vous ne connaissez pas. On souhaite également développer des modules éducatifs dès l'école primaire relatifs à l'alimentation, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au bricolage, etc. Informer plus clairement sur les labels environnementaux, parce qu'on a beaucoup de labels, et pour un petit peu aiguiller les consommateurs sur leur choix de consommation. Pour ce qui touche à la mise à disposition d'infrastructures, selon moi, c'est essentiel parce que, par exemple, si on habite en ville, c'est plus facile de pouvoir se passer d'une voiture pour prendre des transports en commun et emprunter un vélo s'il y a, par exemple, des Vélib et s'il y a des pistes cyclables. Si on a un magasin qui produit des produits en vrac, c'est plus facile de se placer de sacs plastiques, etc. Donc il y a tout un volet là-dessus sur le développement de la mobilité, sur des aides à la performance énergétique, etc., qui sont mises en place effectivement aujourd'hui. Troisième volet, c'est l'incitation, l'accompagnement. Donc là, on a des programmes d'accompagnement des entreprises. Par exemple, un programme qui s'appelle TPE et PME gagnantes sur tous les coûts. Et des entreprises s'engagent à réduire leur consommation de ressources, leur production de déchets, et donc en espérant réaliser des économies récurrentes. Voilà. On a également des taxes incitatives. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais parfois on a des taxes incitatives d'enlèvement des ordures ménagères dans certaines villes comme Besançon. Donc moins on produit de déchets, moins on paye la taxe communale d'enlèvement des ordures ménagères. Et donc enfin, dernier volet, la réglementation et l'interdiction. Pour certains types de produits jugés nocifs, on a tout de même des interdictions. Par exemple, on a eu récemment l'interdiction de produits comme les pailles, les assiettes en plastique, les cotons-tiges, les touillettes à café dès 2021. Et on a également l'interdiction de l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si ça parle à tous, mais c'est toutes les techniques visant à réduire délibérément la durée de vie des produits. Par exemple, les collants qui étaient très résistants et maintenant qui filent, ou les imprimantes qui se cassent au bout d'un certain nombre d'utilisations. Donc maintenant, c'est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement.
Donc en conclusion, le cadre réglementaire de la sobriété est encore mince. Dans les objectifs de développement durable, on a vu donc dans la transition énergétique, etc. Mais cette notion quand même, tout de même, commence à apparaître dans les textes, ce qui est une grande avancée. Et donc on a essentiellement des politiques d'accompagnement, des changements de comportement à l'échelle individuelle qui sont mises en place. Merci. Alors, le mot que je choisirais, c'est cohérence. Comment expliquer parce que l'idée, c'est vraiment... alors, je veux pas être... alors, comment... cohérence, parce que pour moi, il faut vraiment impliquer tous les acteurs. Et donc, même si on en appelle à la responsabilité individuelle, il faut vraiment que les politiques internationales, nationales, soient cohérentes de bout en bout et qu'on implique vraiment tous les acteurs de toute la chaîne de valeur. Et donc l'idée, c'est que effectivement, donc Pierre Rabhi, qui est un philosophe, en appelle à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire vraiment moi. Vous connaissez peut-être l'histoire du colibri, c'est un colibri qui va éteindre le feu d'une forêt. En prenant de l'eau dans la rivière et en allant arroser les arbres, voilà, en essayant d'éteindre le feu. Et les autres animaux lui demandent pourquoi il fait ça. Et il dit je fais ma part. Donc c'est bien, mais effectivement, le colibri, il n'arrivera pas à éteindre le feu tout seul. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à mobiliser plus largement qu'individuellement chaque citoyen, parce que si chacun se sent seul à faire son action dans son coin, je pense qu'on n'arrivera pas à rattraper le retard qu'on a pris. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Julien Vidal, donc fondateur de l'initiative Ça commence par moi. Donc c'est une transition. Merci. Je peux m'asseoir? Ça ne dérange pas? Non, c'est bon. Je voulais vous parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, Odette, elle adorait le patinage artistique, elle adorait regarder les championnats européens sur Bonali et compagnie, et elle disait toujours, elle avait toujours plein de bons mots comme ça. Elle disait toujours, vous savez, la confiture, non, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Elle avait toujours des trucs comme ça. Et elle me disait un autre truc, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Elle me disait toujours ça. Moi, ça me faisait doucement rigoler, et quand elle me disait ça, à l'époque, je rêvais qu'une chose, c'était de terminer mes études pour avoir un travail qui me permettrait de m'acheter une grosse moto. C'était mon rêve à l'époque, et bien m'en a pris, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je suis parti en mission de volontariat de solidarité internationale. Peut-être que vous avez entendu parler de cette formule, la formule du VSI. Ça m'a permis pendant 5 ans au total de partir vivre à l'autre bout de la planète, dans les bidonvilles de Colombie, à Bogota, et aux Philippines, à Manille. C'était vachement bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à être là-bas. On travaille avec les gens, on vit avec les gens, et on n'implique pas le principe de sobriété heureuse, mais de simplicité volontaire, qui, ma foi, est assez proche, puisqu'on est payé entre 150, enfin payé, je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire qu'on est payé, mais on a entre 150 et 250 € d'indemnité sur place, on vit dans les bidonvilles et on travaille avec les gens pour vraiment favoriser cette interculturalité. Et pendant 5 ans, à l'autre bout de la planète, j'étais assez interpellé de voir à quel point le bonheur était présent dans ces zones qu'on dit en développement, où il y a une violence qui est quand même assez présente, où il y a une précarité matérielle qui est quand même assez dingue. Et de me dire que tout est fait là-bas pour que chaque occasion de la vie soit une célébration, soit une fête, soit une tape dans la main, soit un sourire, ça m'a vachement interpellé. Toujours est-il que, sans tomber dans le cliché, ils n'ont rien et ils sont les plus heureux, et nous, en France, qu'est-ce qu'on attend? 5 ans sans vivre en France et rentrer dans notre beau pays et de voir tout d'un coup autant de Français d'un coup, ça fait bizarre. Je ne dis pas que vous êtes en train de tirer la gueule, mais de voir beaucoup de Français comme ça,
pas forcément les plus colorés, pas forcément les plus expressifs. Quand on arrive, à l'époque, j'étais 2016, juste avant les élections présidentielles, on ouvrait n'importe quel journal et on entendait parler d'attentats, de terrorisme, de sécurité, de migrants, d'attentats, de terrorisme, de sécurité, de migrants. C'est un peu bizarre. On est dans une opulence matérielle, nous, en France, dans nos pays occidentalisés, et pourtant, on est en train, s'échappe à nous, le sens, le bonheur, la qualité de vie. On nous vend le confort, la simplicité surtout. Et est-ce que vous savez qu'on est en train de perdre en espérance de vie en bonne santé? L'espérance de vie en bonne santé chez les femmes recule depuis 2 ans. Vous imaginez? Et juste au moment où je rentre en France, je tombe sur une étude qui me scie et qui dit que 2016, nous étions déjà champions du monde, pas de foot, mais de pessimisme, puisque 86% des Français ont répondu à la question « Est-ce que vous pensez que l'avenir de vos enfants sera pire ou meilleur que le vôtre ?» Ils ont répondu, à votre avis? Ils ont répondu pire. Ah, bah, c'est une bonne surprise, tiens. J'aurais dû faire le test pour voir qui se levait. Mais c'est quand même cinglé. Aux Philippines, en Colombie, plus de la moitié de la population disait que l'avenir de leurs enfants allait être meilleur. Alors moi, je ne comprends rien. On nous vend un avenir écologique qui est quand même assez dramatique, une urgence qui fait qu'on va vivre un effondrement. Peut-être qu'en fait, ces gens-là, ils ont déjà vécu l'effondrement. Toujours est-il qu'on va avoir une restriction qui va être forte. Comment on peut penser que dans une économie, une société qui se contracte avec de plus en plus de typhons, de catastrophes naturelles, de glissements de terrain, des gens qui sont particulièrement sensibles à ça pensent que leur avenir sera meilleur, quand nous, qui sommes en France, dans un lieu confortable, avec un matelas de sécurité assez énorme, on puisse penser qu'au contraire, ça va vraiment être pire. Bref. Plutôt que de tomber dans des grandes théories, moi je me suis dit, et si ça commençait par moi? Et pendant 1 an, tous les jours, j'ai testé dans mon quotidien une nouvelle manière d'être un éco-citoyen un peu vertueux. J'avais tendance à être le gars qui disait ce qu'il fallait faire, mais qui faisait absolument rien de ce qu'il disait. Et j'ai voulu voir jusqu'à quel point je pouvais expérimenter cette éco-citoyenneté dans mon quotidien. Bonne nouvelle, être éco-citoyen, aller vers une société plus juste, plus égalitaire, plus durable, entre tous les peuples, entre les sexes, remettre le bonheur au cœur, c'est en fait la même chose. Figurez-vous que moi, je me disais, bon, on va voir ce que ça va donner. Et tous ces oui mais qu'on nous oppose en permanence, j'étais quand même curieux de savoir vraiment s'ils s'appliquaient. Oui, moi j'aimerais bien agir, mais c'est trop cher, mais c'est trop compliqué, mais pourquoi les politiques, et les Chinois, et les machins, on trouve toujours des excuses de ne pas faire. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais dans cette sobriété heureuse à faire 300 € d'économie par rapport à mon ancien mode de vie, à être dans une optimisation de mon temps qui était aussi assez incroyable, à vivre mieux avec des produits de meilleure qualité, un minimalisme assumé, et puis à diviser par 10 la taille de ma poubelle, par 6 ma consommation d'eau, par 5 mon empreinte carbone. On parlait tout à l'heure des 3 planètes. Aujourd'hui, je suis à 0,8 planètes. Est-ce que ça va nous sauver? Absolument pas. Mais toujours est-il que quand on regarde ça, on se pose des questions. À côté de ça, au niveau sociétal, je me rends compte qu'on a un paradoxe qui est celui du paradoxe d'Easterlin. Peut-être que vous en avez entendu parler. La courbe du chômage, la courbe du bonheur, et de l'emploi et de la richesse se suivent jusqu'à 17 000 € environ. Et puis ensuite, on a 17 000 €. Notre courbe du revenu continue à monter, notre bonheur plafonne, voire tombe, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pays comme le Paraguay qui se déclarent en tout cas au moins aussi heureux, voire plus heureux que d'autres pays comme le Luxembourg. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On est dans une société qui mesure sa réussite avec la croissance du PIB. J'ai vu cette ignominie dans les slides précédents de croissance verte, comme s'il fallait continuer à être en croissance permanente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rôle on a joué? Est-ce que nous, citoyens, on doit assumer toutes les responsabilités de ce changement? Tristement, on n'a pas encore les hommes politiques ou les femmes politiques qu'on mérite, puisque ça patine pas mal là-dedans. Les entreprises voient leur chiffre d'affaires décroître, et donc du coup, elles suivent, elles ont cette tendance qui vient à aller vers plus d'écologie, d'éco-citoyenneté. J'ai l'impression qu'on est en tout cas, nous, la génération, je vous englobe tous, hein, j'ai l'impression que je fais une grande génération, mais qu'on est la génération qui va être celle qui va réinventer notre capacité de vivre de manière durable sur cette terre. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une chance extraordinaire et une opportunité merveilleuse de vivre sa vie à fond. Et c'est pour ça que je dis, ça commence par moi. Ça commence par moi aujourd'hui, c'est un site internet qui cumule 450 actions éco-citoyennes. C'est un podcast, c'est un bouquin, mais c'est surtout une association
de centaines de personnes qui sont fiers de dire ça commence par moi. Je terminerai avec ça. Et si aujourd'hui on était venu à ce moment de la société où être écolo, c'est synonyme pas de relou, d'empêcheur de tourner en rond, mais au contraire de personnes étincelles, de personnes inspirantes qui va réussir à engager la société vers enfin les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous rend heureux, bordel de bordel? Merci de votre attention. Je dois faire un jeu, c'est ça? Il faut que j'enchaîne sur un des post-it. Ah, c'est vachement bien. Super. Non, bah, je termine moi avec cette sensibilisation. Je vous en dis deux mots parce que les associations écologiques, elles sont toujours à se dire mais comment on fait pour sortir de notre premier cercle? Vous avez peut-être vu passer la pétition de l'affaire du siècle, hein? Ça vous dit quelque chose? Qui a signé la pétition de l'affaire du siècle? Oui, ouais, pas tant que ça en fait, hein. L'affaire du siècle, c'est donc une pétition qui a été mise en avant par 4 ONG qui attaquent l'État pour inaction climatique. Et l'idée, c'était de dire, bah, allez, qui va se lancer, qui va se mouiller, qui va rappeler à l'État sa faculté première, qui n'est pas d'assurer le libre commerce, mais de permettre à ses citoyens de vivre de manière égalitaire et durable. Et la question, c'est aujourd'hui, les 2 200 000, c'est la plus grande pétition jamais signée, les 2 200 000 de citoyens, si on compte les réfractaires, ceux qui n'utilisent pas Internet, disons qu'on est 3 millions. Ils sont où les 67 autres millions? Est-ce que c'est aux ONG écologiques d'aller les toucher? Est-ce qu'en fait, ça ne serait pas à vous d'aller les toucher? Vous avez la confiance de 5, 10, 20, 50 personnes autour de vous, dans votre foyer, dans votre entreprise, dans votre association, dans votre école. Imaginez le pouvoir, tous ensemble, que nous avons de rayonner. Moi, je suis personne. J'ai créé un site internet, je me suis dit, ça se trouve, mes amis passeront une fois voir pourquoi ça commence par moi et ça nous permettra qu'ils arrêtent de se moquer de moi, en fait. La première année, il y a eu 100 000 personnes qui sont venues. La deuxième année, il y a eu 1 million de personnes qui sont venues. Je ne dis pas qu'on a tous forcément cette envie de rayonner auprès d'1 million de personnes, mais si on reprenait notre pouvoir d'inspirer positivement 50 personnes, la transition serait sur un effet extraordinaire, exponentiel, et je suis sûr qu'on serait en plus tous hyper heureux d'insuffler ce vent du changement. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc nos 3 intervenants ont parlé, donc on va faire un petit mot récapitulatif. Ils nous ont tous les 3 présenté différents constats, des témoignages. Ah oui, les questions à vous. Voilà, différents constats, des témoignages au travers de l'action qu'on pouvait tous avoir sur le thème de la réduction des consommations de la consommation de nos ressources. Tout d'abord, il y a 2 causes. Donc Amélie a identifié 2 causes à cette surconsommation, donc la démographie et notre économie qui est linéaire. Et on se retrouve face à une obligation de changer de paradigme. Et c'est une responsabilité donc, de tous les acteurs pour transformer ce système. Donc des acteurs publics, comme en a parlé Marlene, et également des industriels. Et également donc, à une échelle individuelle, comme a pu l'évoquer Julien. Au niveau des acteurs institutionnels, donc le terme de sobriété a fait son apparition dans différentes échelles institutionnelles, donc voilà, avec les objectifs de développement durable de l'ONU, en France avec par exemple la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et finalement, la sobriété est beaucoup mise en avant en tant que responsabilité individuelle, donc au travers de politiques facilitatrices qui visent à sensibiliser, éduquer, mettre à disposition des infrastructures, inciter, accompagner, réglementer et interdire. Et également donc à cette échelle individuelle, finalement grâce à Julien qui nous a partagé son expérience, on se rend compte que finalement voilà, l'optimisme peut être aussi moteur d'action et que même si on peut un petit peu être intimidé, découragé par voilà, l'ampleur du chemin à parcourir, finalement ça commence par une seule personne. Donc ça commence par vous. Voilà. La partie donc, prise de parole est terminée. À présent, on va passer à un moment de questions-réponses avec nos intervenants. Donc c'est le moment de poser vos questions si vous en avez.
Je vais faire passer le micro, donc si quelqu'un a une question pour commencer. Lancez-vous, il n'y a pas de... Oui. Bonjour, merci pour ces présentations. J'aurais une question pour Julien. Vous nous disiez qu'aujourd'hui, vous étiez à 0,8 planètes, c'est ça? Ça a été quoi votre courbe? C'est rapide d'arriver à 0,8 planètes. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce que vous avez initié? J'ai pas entendu la fin de ta question, pardon. Ça a Je été disais, quoi? aujourd'hui, tu estimais que tu étais à 0,8 Ouais. planètes en consommation, Ouais. ramené à ton échelle. Qu'est-ce que tu as initié qui a été le plus impactant et qu'est-ce qui était difficile dans cette démarche? Vous voyez l'endroit, le site internet qui permet de calculer son empreinte carbone, ça vous parle? Le Footprint Calculator. C'est une association qui est en fait derrière le jour du dépassement depuis les années 70, le Global Footprint Network, qui met à disposition ce calcul, qui est ma foi ce qu'il est, puisqu'il est international, donc il ne permet pas d'affiner exactement en fonction des réalités françaises. Nous, par exemple, le fait qu'on soit au nucléaire n'a pas le même impact qu'aux États-Unis, bref. Et vous y voyez qu'en fait, si toutes les facettes de notre quotidien ont un impact écologique sur l'eau, sur les ressources qu'on consomme, sur le nombre d'espaces qu'il nous faut pour faire pousser notre alimentation et sur le CO2 qu'on émet dans l'environnement, en fait, il y a un grand poste, c'est l'aéronautique, l'avion, nos déplacements. À partir du moment où on prend un vol transatlantique, par an. Ce sera notre source d'émissions de CO2 la plus importante. Il y a ensuite, après, notre logement, comment on se chauffe, dans quel espace, quelle est la taille de notre logement. Il y a notre alimentation, et puis après, notre relation aux objets. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, mon expérience personnelle, ça a été de réduire considérablement ma manière de voyager, de me déplacer, en privilégiant une année les voyages en France, une autre année les voyages en train en Europe, et de prendre l'avion qu'une seule fois tous les 3 ans. Ça m'a permis de considérablement réduire mon empreinte carbone, d'être végétarien et de ne plus rien acheter de neuf ou presque, de tout passer par l'occasion et surtout l'économie de l'usage plutôt que la propriété. Hein ? Ah, le plus dur? Non, en fait, il n'y a pas eu de truc le plus dur. J'ai répondu à côté de la plaque, du coup. Mais en fait, à partir du moment où on prend toujours ce qui est à sa portée, on n'est pas dans ce système de frustration de dire « bah ouais, mais je voulais absolument faire ça, j'y arrive pas ». Il y a tellement de choix que le but du jeu, c'est d'avancer et de se grandir en tant qu'éco-citoyen pour que peut-être que là, pour toi, c'est pas si évident que ça de changer de banque. Tu le feras dans 2 mois quand l'opportunité se représentera, parce que tu en auras parlé à une amie qui justement viendra de le faire et qui te donnera des tuyaux. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question pour Marlene. Vous parliez de cohérence tout à l'heure. J'écoutais un podcast de Jean-Marc Jancovici qui disait qu'aujourd'hui, aucun pays n'a réussi à découpler la consommation d'énergie de la croissance. Comment est-ce que d'un côté, un institut peut prôner la sobriété et d'un côté avoir un gouvernement qui ne prône que la croissance? Est-ce que plutôt que de parler de croissance et de sobriété, est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité là et pourquoi on ne parle pas de décroissance en fait? Alors, donc oui, je pense que toute la difficulté tient aussi, l'illustration, c'est le départ aussi de Nicolas Hulot du gouvernement. Je pense qu'en fait, il ne faut pas parler de la croissance du PIB. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne correspond plus à rien. Par exemple, quand on a un naufrage d'un bateau, c'est bon pour la croissance. Quand il y a un embouteillage, c'est bon pour la croissance. C'est bon pour les assurances, c'est bon pour... voilà. Et ça ne crée pas d'emplois. Donc, ce n'est pas la croissance du PIB qu'il faut retenir forcément, c'est la croissance du bien-être, des emplois, du bien-être social et pas la croissance d'un chiffre. Je ne suis pas responsable du gouvernement. Donc nous, on est un institut et on prône l'idée qu'il faut avancer avec tous les acteurs. Donc on essaie de travailler avec tout le monde. Donc chacun a ses positions, chacun a ses enjeux, sa définition de l'économie circulaire et on essaie d'emmener tout le monde dans la boucle.
c'est vrai que la sobriété, c'est quelque chose qui est plus récent. Enfin, on n'en parlait pas tant que ça. La loi de transition et énergétique pour la croissance verte, c'est de là que vient le terme croissance verte. Bon, voilà, c'est une loi. Mais vraiment, je pense que pour nous, ce qui est l'important, ce n'est pas le mot de la croissance du PIB. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je suis à côté du micro, j'en profite. C'est une question un peu pour tous les trois et qui est un petit peu à côté de la plaque aussi, qui est plus sur la partie des compensations. Je rebondis peut-être sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie les avions. Il se trouve que je suis obligée de prendre beaucoup d'avions d'un point de vue professionnel. Et du coup, là, comment je fais pour réduire ? Est-ce qu'il y a des actions de compensation qui permettent de... Alors, mieux dormir la nuit, peut-être c'est pas mal, mais qui seraient vraiment utiles, ce serait encore mieux. Et là, je vous laisse choisir qui répond. Oui, pour chaque trajet en avion, vous pouvez, si c'est nécessaire de vous déplacer, et c'est le cas, je pense, pour beaucoup, compenser les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a plein d'organisations différentes. Il faut faire attention dans le choix de l'organisme de compensation, puisqu'il y en a qui fonctionnent sous le principe de trading, qui certes ont un prix du CO2 attractif, assez bas, peut-être moins de 15 € la tonne de CO2, donc on se dit c'est pas cher, j'irai, sauf qu'en fait c'est vraiment des organismes de trading purs qui n'ont pas vraiment en tête la vocation de projet avec les populations, donc cet aspect social également. Voilà, attention dans le choix des organismes de compensation, puisque de la même manière que dans tous les sujets, il y a du low cost et il y a donc faut bien regarder ça. Et typiquement, un trajet en avion qui est nécessaire. Moi, je trouve qu'on peut se déculpabiliser avec la compensation, évidemment en essayant avant les actions de réduction. Mais je trouve que c'est un bon moyen pour se dire ok, je suis obligé de faire ce trajet-là, je compense mes émissions. Je déteste le mot déculpabiliser, je me permets. Surtout, ne se déculpabilisons pas parce que ça veut dire qu'on est coupable. Responsabilisons-nous plutôt. Tu dois prendre l'avion, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te sens mal à propos de ça ? Oui. Alors pourquoi ? Ça tombe bien, en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui ont honte de prendre l'avion. Et hier matin, il y a une déclaration du président de la Confédération mondiale des aviateurs qui commence à dire « Oui, mais bon, avoir honte de prendre l'avion, c'est dommage parce que nous, on fait plein de choses. » Génial, il commence à avoir peur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux dire à ton employeur « Je prends trop l'avion, ça me dérange, je veux moins prendre l'avion ». S'il te dit « non, désolé, nous c'est du business », tant pis. Si tu lui dis « Oui, mais il y a peut-être une réunion sur 2 qu'on peut faire en Skype et si on met un truc de réalité virtuelle qui nous permettra même d'être encore plus présent », bref. Et ensuite, la responsabilisation, c'est effectivement de compenser. C'est vraiment le dernier carat. C'est le dernier carat. Et peut-être apprendre aussi de temps en temps à dire non. Non, je suis désolé. Ou je vais vraiment faire en sorte que je cumule les réunions au même endroit parce que, en fait, c'est plus possible de continuer comme ça. Là, ça commence à être entendable. Donc, c'est intéressant. Après, c'est sûr que dans une entreprise où tout est basé sur cette fameuse croissance et le chiffre d'affaires et tout, il faut brosser les gens un peu dans le sens du poil. Si c'est vraiment trop dur pour toi, avant que tu disjonctes personnellement, tu leur diras je suis désolé, je ne peux plus continuer à être entre mon quotidien personnel et mon quotidien professionnel qui sont en dissonance et je dois prendre une décision forte. Génial. Oui, juste, moi je suis un peu entre les deux, je pense. Vraiment, on essaie de réduire au maximum les déplacements. Voilà, essayer de prendre le train quand c'est possible. Et il y a des personnes que je connais donc, qui sont en flight strike, genre ils refusent au moins pour 1 an, par exemple, de prendre l'avion. Donc effectivement, des déplacements outre-Atlantique, ils refusent. Voilà, ou même pour 6 mois, enfin, on peut se donner des défis ou essayer de développer les systèmes de visioconférence. Et après, effectivement, parfois,
Bon, en tout cas, moi, parfois, je prends l'avion pour des raisons professionnelles, mais j'essaye d'éviter, mais ça arrive. Et le système de compensation, je ne suis pas trop au point là-dessus. Donc, non, pas de manière institutionnalisée. Bonjour. J'ai juste une question par rapport aux élections européennes qu'il va y avoir ce week-end. Je me demandais, j'ai pas trop entendu parler du concept d'économie circulaire, je crois, parmi eux. Je me demandais si vous pensiez que ça allait être si ça allait monter, je sais pas comment exprimer ça, mais est-ce que vous avez entendu plusieurs partis en parler, par exemple, ou je serais totalement... Oui, on va peut-être... moi, je vais peut-être pas parler de parti, mais le sujet est quand même existe au niveau européen. On a un paquet économie circulaire européen, donc c'est des directives sur les déchets, sur la mise en décharge, sur les emballages. On a une stratégie sur les plastiques récemment, qui a interdit, comme vous le savez, certains plastiques, des vrais objectifs ambitieux. Donc le sujet existe au niveau européen, à la Commission européenne, au Parlement. Il y a certains groupes qui le portent. Et ensuite, au niveau des élections, effectivement, il y a certains partis qui le portent. Mais je pense qu'au niveau européen, c'est le bon périmètre vraiment pour porter les mesures, parce qu'on a vraiment beaucoup d'organismes qui nous disent mais si on le change au niveau français, ça ne va rien changer. Nous, on est au niveau international, au moins au niveau européen. Par exemple, en matière d'affichage environnemental, on ne peut pas changer uniquement pour la France. Il faut que ce soit harmonisé au niveau européen. Donc, le plus possible, il faut que ces enjeux soient portés au niveau européen. Il y a beaucoup pour ce qui concerne la France, parmi les 30 et quelques listes candidates, il y a, on l'a cité, Dominique Bourg, qui porte une liste, et donc l'économie circulaire est mentionnée dans quelques listes. Ouais. Merci beaucoup, j'étais curieuse. Bonsoir. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est je suis personnellement très adepte du « ça commence par moi et responsabilisons-nous individuellement », etc. Mais on a vraiment l'impression qu'on est un peu dans une forme de schizophrénie, parce que toutes les grandes surfaces, toutes les grandes enseignes qui, même sous prétexte de démocratisation, offrent les choses à des prix de plus en plus bas, soi-disant pour les rendre accessibles au grand nombre, proposent des choses qui, pour la plupart, sont fabriquées en Chine. Donc, en fait, si chacun devait passer tout ce temps pour faire le tri, je crois que voilà, on ne s'en sortirait pas. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est, ça fait pas mal de conférences auxquelles j'assiste, et je m'étonne qu'on évoque très peu les ressources électroniques pour créer ces possibilités virtuelles. Personnellement, je suis tombée sur quelques informations très récemment. Par exemple, je suis hallucinée d'apprendre que l'envoi d'un mail peut être l'équivalent de 2 heures de consommation d'une ampoule. J'ai essayé de vérifier ce genre d'informations. Pour le moment, je ne sais pas il y a de la censure ou quoi autour de ça, mais elles sont très peu accessibles. Et je m'étonne qu'on n'évoque pas davantage aussi ce problème-là dans vos conférences. Ce serait génial d'avoir des conférences qui dureraient une journée, où on pourrait vraiment évoquer tous les sujets, parce que moi, ça me donne envie de parler effectivement de la transition digitale, ça me donne envie de parler de plein d'autres sujets. Internet, si c'était un pays, ça serait le 3e consommateur d'électricité, derrière la Chine et les États-Unis. Donc effectivement, un mail avec une pièce jointe, c'est une ampoule allumée pendant 24 heures. Vous avez regardé le dernier épisode de la série Game of Thrones en début de semaine, et ça représente la consommation électrique d'un frigo pendant une année. C'est fou, hein. Le streaming, c'est vraiment quelque chose de tentaculaire. Netflix en particulier, ils alimentent tous leurs serveurs avec de l'électricité issue du charbon, c'est une catastrophe. Bref.
Ça commence par moi, c'est nager à contre-courant d'un système. Hein. On est dans un système où tout de suite, tout le temps moins cher. C'est sûr que foutre les pieds dans une grande surface, ça fait bizarre. Et d'une certaine manière, je me rends compte que je vis en parallèle de notre société de surconsommation. Je ne regarde plus les pubs, par exemple. D'avoir installé tout un système d'adblock sur son ordinateur, sur son téléphone, et de faire en sorte que mon quotidien ne soit plus exposé aux pubs, c'est une libération extraordinaire. Mais ça veut dire que des fois, je suis même pas prêt à Noël qui arrive parce que j'ai pas fait gaffe en fait. Et je consomme dans des endroits où il n'y a plus de musique, il n'y a plus de promo, j'écoute pas la radio qui fait passer les pubs, et je suis au supermarché coopératif de la Louve et j'achète mes légumes en circuit court dans une boutique direct producteur. Et ça, c'est sûr que ça change tout. Ça change tout. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est sûr qu'il faut revoir sa consommation, il faut redonner le prix juste aux choses, accepter de payer des choses plus chères. Notre budget alimentation a été divisé par quasiment 3 depuis les années 50. Avant, on payait cher les choses parce qu'elles avaient un prix, elles avaient un coût. Et surtout, elles apportaient, comme une pomme, 50 fois plus de vitamines qu'une pomme actuellement. Il faut redonner le bon prix aux bonnes choses, effectivement. Oui, sur le numérique, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment à l'Institut, on a un groupe de travail là-dessus. Je pense que vous pouvez retrouver certaines études en ligne sur notre site ou sur d'autres sites qui questionnent à la fois toutes les opportunités qu'offre le numérique, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, toutes les plateformes de partage, comme par exemple Mutum, c'est pour partager comment ça s'appelle, une perceuse, parce qu'une perceuse est utilisée 12 minutes en moyenne dans toute sa vie. Donc on peut se dire qu'on peut la partager avec plusieurs voisins. Enfin, il y a énormément de choses qui existent, de systèmes de collaboration que vous connaissez. On parle de Vinted, malgré ses travers. Il y a beaucoup de choses qui se développent, et à la fois tout l'impact environnemental qui peut exister avec les big data, etc. Donc il faut vraiment regarder à la fois les opportunités et les impacts à travers un peu une analyse du coût du cycle de vie. Vraiment, enfin nous en tout cas, on essaie de regarder est-ce que c'est plus bénéfique de développer ces outils que de ne pas les développer. Enfin voilà, il faut prendre en compte tous les aspects. C'est compliqué parce que c'est mondialisé, mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont faites parce que c'est un sujet qui se développe beaucoup. Il y a des congrès là-dessus. Je pense que voilà, si vous cherchez un peu, il y a de quoi faire. Merci pour votre remarque, parce qu'effectivement, on a parlé de l'avion comme première source d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est à titre individuel, mais en fait, je ne sais pas si vous savez combien ça représente au niveau mondial, le secteur de l'aviation. C'est 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, alors que tout ce qui est digital, c'est beaucoup plus. Ça a largement dépassé ces dernières années les émissions liées à l'avion. Derrière, sur la partie schizophrène, effectivement, on est totalement schizophrène. On est en transition. C'est une société qui est en transition, donc on a ces discours d'injonction paradoxale. Il faut juste bien faire attention de ne pas avoir que le climat et les émissions de gaz à effet de serre en tête. Et c'est ce que nous rappelle l'économie circulaire, c'est qu'on peut arriver parfois à ce qui nous paraît des bonnes solutions, mais qui sont des fausses bonnes solutions parce qu'on n'a que le critère CO2 en tête. Or non, il faut vraiment prendre l'ensemble des critères ressources également, la partie eau, voilà. Donc ne pas, et je renvoie à la mention de M. Jancovici, de ne pas être que orienté uniquement climat et CO2, vraiment de prendre les choses globalement empreinte ressources. Et le dernier point, sur le prix, effectivement, changer son mode de consommation, du coup on est moins, et ses habitudes, on est moins incité par toutes les offres, les promotions, puisqu'on ne va plus dans les supermarchés traditionnels, donc on n'a plus en fait ce contexte qui nous rend schizophrènes. Donc petit à petit, en changeant ça, et on entend souvent que le bio, par exemple, coûte plus cher. Mais en fait, ça coûte plus cher de produit à produit, peut-être. Si on prend une salade bio et une non bio en supermarché low cost, peut-être. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est
de manière holistique, et comme tout, hein, pas avoir le prisme CO2, et là c'est de la même manière, pas comparer de produit à produit. Mais quand je fais mes courses dans un supermarché, je ressors avec un caddie 2 fois plus plein que quand je fais mes courses dans une AMAP, en Biocoop ou autre. Donc en fait, c'est pas forcément plus cher puisqu'on repense complètement la manière d'acheter et de consommer. J'ai encore une question. On parle beaucoup de réduire notre impact, nos émissions, etc. Mais réduire, c'est toujours émettre au final. Est-ce que l'économie circulaire a dans ses grands principes la capacité à être vertueuse, à savoir pas seulement réduire son impact, mais aussi avoir une capacité régénératrice de l'environnement, comme la permaculture peut l'avoir par exemple? Alors là, je vais même vous inviter à un renvoi de la dernière conférence ici d'EC avec Dominique Bourg, qui lui est complètement dans la permacircularité. Donc en fait, il applique le principe de la permaculture à l'économie circulaire. Et là, c'est pleinement le sujet, en fait, c'est de rendre vertueux le cycle. Des exemples. Je vais réfléchir à des exemples. Oui, enfin, l'économie circulaire, c'est vraiment, c'est pas vrai, c'est réduire, c'est une partie, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une boucle fermée. Après, il y a forcément de la consommation d'énergie. Bon, il y a des choses qui rentrent en compte, mais c'est vraiment pas seulement réduire la courbe de consommation des ressources, mais vraiment la faire diminuer tout en ayant un bien-être qui perdure. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et pour les exemples, je pensais à l'économie de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous voyez tous de quoi ça parle, mais c'est l'idée de, comme disait Julien, d'acheter l'usage du bien plutôt que le bien lui-même. Parfois, on n'a pas besoin de quelque chose en permanence. Par exemple, on n'a pas besoin pour une mairie d'avoir un outil de chantier tout le temps. Mais on a besoin de l'avoir pour un chantier donné, pour cette année donnée. Et aujourd'hui, par exemple, les collectivités ne sont pas incitées à louer parce que fiscalement, réglementairement, elles sont incitées à acheter. Bon, nous, par exemple, on essaie de changer ça parce que ça paraît un non-sens, parce que non seulement c'est un achat, ensuite il y a des frais de maintenance, il faut la stocker, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être créées en collaboration, donc ça peut aussi amener des contacts, du bien-être, une relation avec un fournisseur de longue durée qui va venir réparer la machine. Un autre exemple, on peut acheter l'usage de la lumière plutôt que d'acheter des ampoules. Et ça se fait dans les aéroports, par exemple, même à Charles de Gaulle, c'est un contrat sur 20 ans. Je ne sais pas exactement, je pense que c'est sur 20 ans. Et le fournisseur vient changer les ampoules, réparer et même optimiser l'optimisation de l'utilisation de la lumière. Donc il va placer des spots de manière à ce que ce soit optimal, avoir des ampoules à basse consommation. Et en fait, c'est dans l'intérêt du fournisseur, dans l'intérêt de l'entreprise, d'avoir des biens qui durent plus longtemps. Et donc ça change totalement le modèle économique, le business model de l'entreprise. D'avoir dans son intérêt que ces biens durent plus longtemps, tout comme le consommateur, c'est dans son intérêt de payer moins pour avoir des biens qui durent plus longtemps. Michelin fait ça aussi, comme beaucoup d'autres entreprises. Ils vendent des pneus, ils vendent des kilomètres parcourus à la place de pneus. Et donc c'est dans son intérêt que ces pneus soient de meilleure qualité. Et il les rechappe, donc il les reprend, il change la bande roulante. Et ça c'est reparti pour une deuxième vie de pneus, exactement la même durée de vie. Et donc on peut se dire que c'est un changement de business model qui permet aux entreprises et aux citoyens d'avoir les mêmes intérêts, alors qu'aujourd'hui, souvent, ces intérêts peuvent être contradictoires. Pour terminer, compléter sur ce que vous dites, la conférence, elle est disponible en podcast. Tu regardes les podcasts, les débats de la recyclerie, celle avec Dominique Bourg sur la permacircularité. Peut-être que vous connaissez aussi les principes. Il y en a un où on est dans une économie neutre, c'est le cradle to cradle. Je t'invite à aller regarder ça, que tu connais sans doute. Et sinon, il y a aussi l'économie symbiotique, qui, à mon sens, est celle qui est le plus régénératrice, qui est développée par Isabelle Delannoy, qui vaut le coup aussi, Delannoy avec un Y.
qui vaut le coup d'être creusé, puisque là, c'est s'inspirer de la nature pour en fait être dans même le déchet quelque chose qui va permettre d'être générateur de quelque chose de positif. Là-dessus, sur les déchets générateurs de quelque chose de positif, l'exemple le plus évident, le plus basique, c'est le compostage en fait. À partir des déchets verts, des déchets alimentaires, le compostage permet de régénérer les sols et on sait à quel point les sols avec l'industrie, l'agriculture industrielle ont été appauvris. Donc voilà un exemple assez évident de régénération des sols par le compostage. Merci. Alors avant de conclure, est-ce que vous avez une dernière question, peut-être? Si ce n'est pas le cas, on va conclure. Très bien. Alors je vais laisser la parole à Fanny Demullier pour un mot de conclusion. Merci à tous. On va devoir effectivement conclure parce qu'il faut ouvrir le restaurant. On est dans la salle du restaurant. Alice vous a donné les messages clés. Peut-être juste rappeler que cette économie circulaire, c'est vraiment, et cette réduction de notre consommation, c'est vraiment la responsabilité de tous les acteurs. Il y a un énorme enjeu qui est l'enjeu d'éducation, de sensibilisation. On essaie d'y contribuer modestement aujourd'hui, mais on est vraiment dans une histoire de mobilisation des acteurs, de partage de l'info pour engager tout le monde. On voit que ce terme de la sobriété, il émerge et on voit bien l'intérêt qu'il représente. Et on vous engage à ça, de lutter contre la surconsommation, de lutter contre le gaspillage. On a parlé du digital, on a vu que les enjeux ils sont énormes, ils sont vastes. Le digital est évidemment un très gros sujet, je pense qu'il nous concerne tous. Donc c'est avoir une connaissance plus précise de tous ces impacts et puis de voir aussi quelles sont les actions. On a parlé de société en transition, de voir globalement tout ce qui peut être fait. Donc les mots-clés urgence, cohérence. Voilà, donc un très grand merci à nos trois intervenants ce soir. Un grand merci aussi à Alice qui a animé la conférence, à Mélodie qui vous a fait le petit intermède musical. Peut-être je te laisse passer sur le slide suivant pour annoncer, Jeanne, si tu peux, les prochaines conférences. Non, elles sont... Si, voilà, donc la prochaine conférence, elle sera le 10 septembre. Et on vous parlera donc du thème de la réparation. C'est aussi une manière de gérer nos ressources de manière plus durable dans le cycle de ces conférences qui sont proposées à la recyclerie. Cette conférence, elle a été filmée, donc vous aurez une captation complète sur le site de la Fondation Veolia et sur les podcasts de la recyclerie. Il y aura également une vidéo de synthèse et vous avez pas mal de compléments sur le site communautaire Living Circular qui partage pas mal de solutions et de portraits de personnes qui innovent sur les sujets de l'économie circulaire. On a même une rédactrice du Living Circular qui est là, qui fera un article de synthèse. Donc merci à tous pour votre intérêt et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir.